Le garde-frontière Helmut Jäger pose la main sur son arme. Devant lui, des milliers d'Allemands de l'Est hurlent, pleurent, se pressent contre les barrières. « Ouvrez! Ouvrez !» Le talkie-walkie grésille. Aucun ordre, aucune directive. Jäger regarde son collègue. 40 ans de guerre froide pèsent sur ses épaules. Une mauvaise décision et des gens meurent. Mais ces visages, ces gens ne sont pas des ennemis, ce sont des Allemands. 23h48. Sa main tremble sur le verrou. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande son collègue. Jäger prend la décision qui changera l'histoire. Il ouvre la barrière. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment une nation, autrefois le cœur du Saint-Empire romain germanique, s'est-elle retrouvée coupée en deux, déchirée entre Est et Ouest, famille contre famille ? Pour comprendre cette nuit, nous devons remonter le temps. 3 petits-fils de Charlemagne se tiennent autour d'une carte. Ils viennent de déchirer l'empire de leur grand-père en 3 morceaux. Louis le Germanique prend la Francie orientale, les terres à l'est du Rhin. « Ceci sera notre royaume », déclare-t-il. Il ne sait pas qu'il vient de créer ce qui deviendra l'Allemagne. Pendant 1000 ans, ce territoire sera un puzzle impossible. Plus de 300 États minuscules, des princes, des évêques, des villes libres, tous théoriquement unis sous le Saint-Empire romain germanique, mais en réalité, un chaos magnifique. Les tambours résonnent dans les collines du sud de l'Allemagne. Des dizaines de milliers de paysans marchent, leurs fourches transformées en armes. Ils en ont assez des seigneurs, assez des impôts écrasants, assez d'être traités comme des bêtes. « Nous voulons choisir nos propres pasteurs », crie un homme en brandissant leurs 12 articles. « Nous voulons chasser, pêcher, ramasser du bois ». Pendant des mois, ces armées improvisées terrifient la noblesse. Ils pillent des monastères, brûlent des châteaux. L'historien Geoffrey Elton dira plus tard qu'ils se comportèrent avec une remarquable modération. Mais la réponse des princes ? Aucune modération. Les mercenaires arrivent en avril 1525. Ce qui suit n'est pas une bataille, c'est un massacre. 100 000 paysans sont tués. Les nobles s'amusent à poursuivre les fuyards comme du gibier. L'Allemagne saigne, mais elle ne sera pas unie par la révolte populaire. 2 émissaires catholiques volent par la fenêtre du château de Prague. 70 pieds plus bas, ils atterrissent dans un tas de fumier. Ils survivent, mais l'Europe ne survivra pas à ce qu'ils ont déclenché. La guerre de 30 ans dévaste l'Allemagne. Catholiques contre protestants, princes contre empereurs, français, suédois, espagnols, tous viennent se battre sur le sol allemand. Pendant 3 décennies, le pays est un champ de bataille. Quand la paix vient enfin en Westphalie en 1648, l'Allemagne est en ruine. 1/3 de la population est morte, des villages entiers ont disparu. Le Saint-Empire, un empire de nom seulement. Ni saint, ni romain, ni un empire, se moquera Voltaire. Napoléon ne se contente pas de conquérir l'Allemagne, il l'efface. D'un trait de plume, le Saint-Empire romain germanique, 1000 ans d'histoire, cesse d'exister. L'empereur François II abdique. Napoléon réorganise les 300 États allemands en 39. « Messieurs, je vous ai libérés de votre empereur », dit-il aux princes allemands. Mais il ne les a pas libérés. Il les a rendus furieux. Otto von Bismarck se tient devant le roi Guillaume Ier de Prusse. Grand, massif, avec une moustache féroce et des yeux qui percent l'âme. « Votre Majesté, dit-il de sa voix de tonnerre, les grandes questions de notre époque ne seront pas résolues par des discours et des votes à majorité, mais par le fer et le sang. » Le roi hésite. Cet homme est dangereux. « Mais nous n'avons pas d'argent pour moderniser l'armée, » proteste le Parlement prussien. Bismarck sourit, un sourire terrifiant. « Alors nous ferons sans leur permission. » Il comprend ce que personne d'autre ne comprend. L'Allemagne ne sera jamais unie par l'amour, elle sera unie par la guerre. Le 3 juillet 1866, l'armée prussienne écrase l'Autriche à Sadowa en 7 heures. 7 heures! L'Europe est sous le choc. Comment est-il possible? Le secret, le fusil à aiguille prussien. Pendant que les Autrichiens rechargent debout, exposés au feu ennemi, les Prussiens rechargent allongés, et ils tirent 5 fois plus vite.
Mais le vrai génie de Bismarck vient après la bataille. Le roi Guillaume veut marcher sur Vienne, humilier l'Autriche. Non, dit Bismarck, nous avons besoin de l'Autriche neutre pour notre prochaine guerre. Quelle prochaine guerre ? Demande le roi. Bismarck regarde vers l'ouest. La France. Napoléon III lit le télégramme. Ses mains tremblent, de colère, pas de peur. « Comment ose-t-il » rugit l'empereur français. Le roi de Prusse l'a insulté, publiquement, délibérément. Ce que Napoléon III ne sait pas, Bismarck a modifié le télégramme. Il a pris une conversation diplomatique polie et l'a transformée en une gifle. « La guerre !» crie la foule parisienne dans les rues. « La guerre !»« Nous allons leur donner une leçon !» déclare Napoléon III. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. C'est exactement ce que Bismarck voulait. Les États allemands du Sud, la Bavière, le Bade, le Wurtemberg, qui avaient refusé de s'unir à la Prusse, voient maintenant la France comme l'agresseur. Ils se rallient à la Prusse. 6 semaines plus tard, Napoléon III est prisonnier. L'armée française est anéantie. Dans la galerie des glaces du château de Versailles, le cœur de la puissance française, les princes allemands se rassemblent. Guillaume Ier de Prusse ne veut pas être là. Il pleure presque. Il ne veut pas être empereur d'Allemagne. Il veut rester roi de Prusse. Mais Bismarck l'a manœuvré jusqu'ici. « Je proclame l'Empire allemand et son empereur Kaiser Wilhelm », crie le grand-duc de Bade. L'Allemagne est unie, après 1000 ans. Non pas par la démocratie, non pas par l'amour, par le fer et le sang. Dans la pièce voisine, les Français qui entendent les acclamations pleurent de rage et d'humiliation. Cette humiliation forgera le désir de revanche qui, 43 ans plus tard, contribuera à déclencher la Première Guerre mondiale. L'Europe se suicide, et l'Allemagne est au cœur du carnage. Pendant 4 ans, des millions d'hommes meurent dans la boue des tranchées. Le gaz moutarde brûle les poumons. Les mitrailleuses fougent des bataillons entiers en minutes. L'Allemagne tient bon, mais en 1918, épuisée, affamée, elle s'effondre. Le Kaiser Wilhelm II s'enfuit en Hollande. La révolution éclate dans les rues allemandes. Des marins se mutinent. Des soviets d'ouvriers prennent le contrôle de villes. L'Allemagne signe l'armistice le 11 novembre 1918. Mais le cauchemar ne commence que là. Les diplomates allemands sont assis seuls. Autour d'eux, les vainqueurs, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, les regardent avec mépris. Ils n'ont pas été invités aux négociations. On leur tend simplement un document à signer. Le traité de Versailles arrache 88 000 km² à l'Allemagne, 8 millions d'habitants. L'Alsace-Lorraine retourne à la France. La Pologne reçoit un corridor qui coupe la Prusse orientale du reste de l'Allemagne. 132 milliards de marks or, de réparation. L'armée est limitée à 100 000 hommes. Pas de tanks, pas d'aviation, pas de sous-marins. Et l'article 231, la clause de culpabilité de guerre, déclare que l'Allemagne et ses alliés sont seuls responsables de la guerre. Vous demandez à nos enfants de payer pour vos guerres pendant les 30 prochaines années, murmure un diplomate allemand. Signez, ordonne Clémenceau, le Premier ministre français. Ils signent. Que peuvent-ils faire d'autre ? Dans les rues de Berlin, les gens pleurent, hurlent, le diktat de Versailles, le traité dicté. Un caporal autrichien qui a combattu pour l'Allemagne, gazé pendant la guerre, entend la nouvelle dans un hôpital militaire. Son nom est Adolf Hitler. Il pleure de rage et il jure que l'Allemagne se vengera. Mais elle est maudite dès la naissance. La droite l'accuse d'avoir trahi l'Allemagne en signant Versailles. La gauche veut une révolution communiste. Les extrémistes des deux côtés assassinent des politiciens modérés dans les rues. Puis vient 1929. Wall Street s'effondre, l'économie mondiale implose. L'Allemagne est dévastée. 6 millions de chômeurs, la monnaie ne vaut rien. Les gens brûlent des billets de banque pour se chauffer parce que c'est moins cher que d'acheter du bois. Dans cette misère, 2 mouvements grandissent, les communistes et les nazis. Ils se battent dans les rues, littéralement. Des combats de rue massifs entre chemises branes et militants communistes. Hitler promet de rendre sa grandeur à l'Allemagne, d'abolir Versailles, de donner du pain aux affamés et du travail aux chômeurs. « Combien de temps encore souffrirons-nous » hurle-t-il lors de ces rassemblements massifs.
Le 30 janvier 1933, le président Hindenburg, 85 ans et mourant, nomme Hitler chancelier. « Ce n'est qu'un petit caporal, nous pourrons le contrôler », disent ses conseillers. Ils ne peuvent pas. En 6 mois, Hitler détruit la démocratie allemande. Un incendie au Reichstag lui donne le prétexte. Il suspend les libertés civiles, interdit les partis opposition, envoie ses ennemis dans des camps de concentration. En 1935, les lois de Nuremberg transforment le racisme en loi. Les Juifs sont privés de leur citoyenneté, sont interdits de mariage avec des Aryens, perdent leurs emplois, leurs commerces. En novembre 1938, la nuit de cristal. Des synagogues brûlent dans toute l'Allemagne. Des vitrines de magasins juifs explosent. 30 000 Juifs sont arrêtés. Le monde regarde, fait des déclarations, ne fait rien. Hitler annexe l'Autriche, prend les Sudètes. La Grande-Bretagne et la France le laissent faire, espérant apaiser sa soif de territoire. Puis, le 1er septembre 1939, les tanks allemands franchissent la frontière polonaise. La Seconde Guerre mondiale commence. Pendant 3 ans, l'Allemagne conquiert l'Europe. La Pologne tombe en quelques semaines, la France en 6 semaines, les Balkans, la Grèce, l'Afrique du Nord. La Wehrmacht semble invincible. Mais Hitler fait 2 erreurs fatales. Il attaque l'Union soviétique en juin 1941 et il déclare la guerre aux États-Unis en décembre 1941. À Stalingrad, pendant l'hiver 1942-1943, l'armée allemande se brise. 300 000 hommes encerclés, mourant de froid, mourant de faim, battant maison par maison, pièce par pièce, dans des ruines gelées. Quand le maréchal Paulus se rend le 2 février 1943, Hitler est fou de rage. Mais le cours de la guerre a changé. Pendant ce temps, dans des camps à travers l'Europe occupée, la Shoah se déroule. 6 millions de Juifs exterminés dans des chambres à gaz. La solution finale, l'industrialisation de la mort. Les Alliés bombardent l'Allemagne. Hambourg brûle dans une tempête de feu qui tue 40 000 personnes en une nuit. Dresde, Berlin, Cologne, des villes transformées en ruines. Le 30 avril 1945, dans son bunker sous Berlin, alors que les obus soviétiques tombent sur la ville, Adolf Hitler se suicide. Le 8 mai 1945, l'Allemagne se rend inconditionnellement. Le pays est en ruine. 7 millions d'Allemands sont morts. Les villes sont des champs de décombres. L'économie n'existe plus. La honte du régime nazi pèsera sur les Allemands pour les générations à venir. Et maintenant, les vainqueurs doivent décider. Que faire de l'Allemagne ? Staline, Truman, Churchill se rencontrent à Potsdam dans les ruines de l'Allemagne qu'ils ont vaincue. Ils ne peuvent pas s'accorder. L'alliance qui a détruit Hitler se fissure déjà. L'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation, américaine, britannique, française, soviétique. Berlin aussi est divisée. Une île au milieu de la zone soviétique, elle-même coupée en 4 secteurs. C'est temporaire, disent-ils tous. Ce ne sera pas temporaire. En 1948, les Soviétiques bloquent Berlin-Ouest, essayant d'affamer les secteurs occidentaux pour les forcer à abandonner. Les Américains organisent un pont aérien massif. Pendant 1 an, des avions atterrissent toutes les 3 minutes, apportant nourriture et charbon. Les Soviétiques abandonnent. Mais le message est clair. L'Europe est divisée. Et l'Allemagne est la ligne de fracture. Le 23 mai 1949, la République fédérale d'Allemagne, RFA, est proclamée dans les zones occidentales. Capitale, Bonn. Le 7 octobre 1949, la République démocratique allemande, RDA, est créée dans la zone soviétique. Capitale, Berlin-Est. 2 Allemagnes, une nation déchirée en 2 par les superpuissances. À 2 heures du matin, les Berlinois de l'Ouest entendent des bruits étranges. Des camions, des ordres aboyés. Le cliquetis du fil de fer barbelé. Ils sortent de leur lit et découvrent l'impensable. Les soldats est-allemands déroulent du fil de fer barbelé à travers toute la ville. Le long de la Friedrichstraße, à travers des places, devant des portes d'appartements.
des familles sont séparées instantanément. Des gens qui vivent dans l'Est mais travaillent dans l'Ouest ne peuvent plus rentrer chez eux, ou vice-versa. « Que faites-vous » crie un homme à un soldat. Le soldat ne répond pas. Il continue à dérouler le fil. Dans les jours suivants, le fil de fer barbelé est remplacé par du béton. Un mur, haut de 3,6 mètres, long de 155 km autour de Berlin-Ouest. Tour de garde tous les 200 mètres, des projecteurs, des mines, des chiens, des soldats avec l'ordre de tirer à vue. Le rideau de fer devient littéral. Les premières personnes essaient de s'échapper. Certains réussissent. Beaucoup sont abattus. Peter Fechter, 18 ans, est touché en essayant d'escalader le mur. Il agonise pendant 1 heure dans le No Man's Land pendant que les gardes refusent de le secourir et que les Occidentaux ne peuvent pas l'atteindre. Pendant 28 ans, le mur de Berlin devient le symbole de la guerre froide, le symbole d'une nation brisée en deux, d'une nation qui ne peut pas guérir. Chaque lundi soir, à Leipzig, ils sortent. D'abord quelques centaines, puis des milliers. Maintenant, en octobre 1989, ils sont 70 000. Ils portent des bougies. Ils chantent « Wir sind das Volk », « Nous sommes le peuple ». Les agents de la Stasi, la police secrète redoutée, les observent. Les tanks sont prêts. À Pékin, 3 mois plus tôt, le gouvernement chinois a massacré les protestants sur la place Tiananmen. Cela va-t-il se reproduire ici ? Erich Honecker, le dirigeant est-allemand, veut donner l'ordre de tirer. Mais quelque chose a changé. Gorbatchev, en Union soviétique, parle de glasnost et de perestroïka, transparence et restructuration. Il a clairement dit qu'il n'enverra pas de tanks soviétiques pour sauver les régimes communistes est-européens. Les manifestants le savent. Il chante plus fort. Nous restons ici. Aucune violence. Le 9 octobre, à Leipzig, le moment de vérité arrive. Les forces de sécurité reçoivent un ordre de disperser 70 000 protestants. Mais les commandants locaux refusent. Personne ne tire. La révolution est en marche. Günther Schabowski est fatigué. Il a été en réunion toute la journée. Maintenant, il doit tenir une conférence de presse. Un journaliste demande « Les restrictions de voyage vont-elles changer ?» Schabowski feuillette ses notes. Il trouve un mémo sur de nouvelles réglementations de voyage. Il ne l'a pas vraiment lu. Oui, les citoyens de la RDA peuvent maintenant demander des visas pour voyager. Quand cela prend-il effet ? Schabowski hésite. Il consulte ses papiers, hausse les épaules. Autant que j'en sais, immédiatement, sans délai. Dans la salle, les journalistes se regardent. Ont-ils bien entendu ? Le mur est ouvert ? Schabowski, réalisant qu'il vient de dire quelque chose d'énorme, acquiesce incertainement. Ya. À 19h, la nouvelle explose sur la télévision ouest-allemande. À 19h30, elle est sur toutes les chaînes est-allemandes. Les Berlinois de l'Est se regardent. Est-ce vrai ? Est-ce possible ? À 20h, les premiers curieux arrivent au poste frontière. À 21h, ce sont des centaines. À 22h, des milliers. Nous revenons au moment où nous avons commencé. Helmut Jäger, le garde-frontière, regarde la marée humaine. Des milliers de personnes, des familles, des jeunes couples, des vieux qui n'ont pas vu l'autre côté depuis 28 ans. Aucun ordre officiel n'est venu. Mais il sait ce qui se passera s'il tire. Ce ne sera pas comme les autres fois. 23h47, il prend sa décision. Il ouvre les barrières. La foule explose en acclamations. Il se précipite à travers. Certains pleurent, d'autres rient, beaucoup font les deux. De l'autre côté, les Berlinois de l'Ouest les attendent avec du champagne. Des inconnus s'embrassent, des familles longtemps séparées se retrouvent. Des gens commencent à grimper sur le mur, à danser dessus, à le frapper avec des marteaux et des pioches, arrachant des morceaux de béton. À minuit, l'impossible est arrivé. Le mur de Berlin est tombé.
Moins d'un an après la chute du mur, l'impossible se produit à nouveau. À minuit, le 3 octobre 1990, la République démocratique allemande cesse d'exister. Ces 5 Länder rejoignent la République fédérale. Une cloche sonne devant le Reichstag. Des feux d'artifice illuminent le ciel de Berlin. Après 45 ans, l'Allemagne est unie. Mais ce n'est pas facile. L'économie est-allemande s'effondre. Des usines vétustes ferment. Le chômage monte en flèche dans l'ancienne RDA. Le gouvernement investit 150 milliards de Deutschmark par an pendant une décennie. Reconstruire les routes, moderniser les villes, créer des emplois. Des tensions apparaissent entre Ossi, allemand de l'Est, et Wessi, allemand de l'Ouest. Les uns se sentent abandonnés, les autres estiment avoir trop payé. Mais lentement, année après année, l'Allemagne se reconstruit. En 2005, une physicienne de l'Allemagne de l'Est devient chancelière, Angela Merkel. Pendant 16 ans, elle dirige l'Allemagne à travers crise après crise. La crise financière de 2008, la crise de la dette grecque, la crise des réfugiés de 2015. Quand 1 million de réfugiés fuient la guerre en Syrie, Merkel dit « Wir schaffen das », nous pouvons le faire. C'est controversé. Certains l'applaudissent, d'autres la dénoncent. Mais c'est l'Allemagne assumant un rôle de leader en Europe d'une manière impensable il y a 70 ans. L'Allemagne est maintenant la plus grande économie d'Europe, la 4e au monde, un membre respecté de l'OTAN, un pilier de l'Union européenne. Mais elle n'a jamais oublié son passé. Partout à Berlin, des pierres d'achoppement dans le trottoir commémorent les victimes de l'Holocauste. Le mémorial de l'Holocauste occupe un emplacement de choix au centre de la capitale. Celui qui ne se souvient pas du passé est condamné à le répéter, est devenu le credo national. Alors, qu'est-ce que l'histoire de l'Allemagne nous enseigne? Que les nations peuvent tomber dans les ténèbres, rapidement, complètement. Une démocratie peut s'effondrer en mois. Une société civilisée peut devenir un cauchemar. Mais aussi qu'il est possible de se relever, de faire face à son passé, de reconstruire, de changer. L'Allemagne d'aujourd'hui n'est pas l'Allemagne de 1939. Ce n'est même pas l'Allemagne de 1989. C'est une démocratie stable, une société qui a affronté ses démons, qui a transformé sa honte en leçon pour le monde. Quand nous voyons des murs érigés aujourd'hui, physiques ou métaphoriques, nous devrions nous souvenir que tous les murs tombent finalement. Quand nous voyons la démocratie menacée, nous devrions nous souvenir de Weimar. Quand nous voyons la haine prospérer, nous devrions nous souvenir de la Shoah. Et quand nous perdons espoir, nous devrions nous souvenir de la nuit du 9 novembre 1989, quand Helmut Jäger a ouvert cette barrière. Une personne, un moment, l'histoire a changé. L'Allemagne nous rappelle que nous ne sommes jamais aussi loin de la barbarie que nous le pensons, mais aussi que nous ne sommes jamais trop loin de la rédemption. Que le passé façonne toujours le présent, et que le présent peut toujours choisir un avenir différent.